Bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Thierry Tomaso et je vais vous présenter la société Tomsi. On a été obligé, vu le temps imparti, de d'élaguer quelques projets, mais enfin, ce qu'on va vous montrer devrait vous permettre de vous faire une bonne idée des axes de développement de Tomsi et d'où on vient, ce qu'on fait et où on va. Donc, je vais tout de suite à mon parcours personnel et professionnel. Alors, ça n'étonnera personne si je vous dis que c'est le sujet que je connais le mieux, mais néanmoins, c'est pas celui où je suis le plus à l'aise pour parler. Donc, vous avez là devant vous, au fur et à mesure du temps, la naissance d'un petit gars de Croix-de-Vie, hein, d'un gars du port, quoi. Hein, je suis un gars de la côte, quoi. Et ensuite, un parcours professionnel qui avait comme unique objectif d'embarquer le plus tôt possible. J'ai toujours su, très jeune, j'ai su que je naviguerais. Hein. J'ai commencé l'optimiste à 7 ans. Et donc, finalement, après, je suis allé me former pour bien apprendre ce qu'était qu'un moteur de bateau, un moteur de combustion interne. Et puis ensuite, j'ai commencé à naviguer comme mousse dès 18 ans, lieutenant de pêche, motoriste, patron de pêche. Et mon premier commandement, j'ai un armateur m'a fait confiance en 89. Donc, j'avais 27 ans à l'époque. Et ensuite, quelques années plus tard, j'ai acheté deux chalutiers qui m'ont permis de faire la pêche à l'anchois, au chalut pélagique. Sur la photo de droite, là, vous avez un de mes bateaux. Il y avait sur la photo d'avant, je reviens un peu, voilà, le deuxième bateau lors d'essais avec un chalut comme si. C'était les premiers essais. Donc, je suis en 98 élu président du comité des pêches de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je représente les pêcheurs de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au niveau des instances professionnelles. Et justement, en 99, qu'est-ce qui nous arrive? Il nous arrive le naufrage de l'Erika. Moi, je suis à l'époque patron pêcheur, persuadé d'être patron pêcheur jusqu'à ma retraite, jusqu'aux invalides, comme on dit à la mer, quoi. Et là, je suis confronté pour la première fois à ce qu'est un problème de pollution, pollution grave, hein, pollution de l'Erika. Donc on a une petite vidéo là que je vais vous faire voir. Toutes les vidéos font que quelques 1 minute 30, 2 minutes au maximum, mais ça explique bien ce qu'on avait déjà en tête à l'époque. Je la passe maintenant. Ça m'est venu suite à la pollution de l'Erika en fait, hein, quand on est en train de pêcher du bar au mois de décembre, juste avant les fêtes. Et à un moment donné, communication de la Marine nationale sur la VHF. Messieurs, il faut que vous dégagiez. La pollution de l'Erika arrive sur vos zones de pêche. Si vous restez cette nuit, vous allez contaminer vos filets. Il faut partir. Elle est partie, la rage au ventre, hein, vraiment en furie, quoi. Et c'est en faisant route d'air que moi j'ai fait savoir à terre que mon équipage et moi-même, on ne souhaitait pas rester les bras croisés à attendre que ça nous tombe sur la gueule, quoi. On avait l'intention d'essayer de faire quelque chose avec nos bateaux et éventuellement nos vieux chaluts. Et en mettant en œuvre ces chaluts, on a pêché 8 tonnes en 3 jours. Ça m'a ouvert les yeux. Moi, je me suis dit, si, c'est ce qu'on peut faire de mieux pour dépolluer. Et en tant qu'outil chalut, il y a mieux à faire. On est capable de faire mieux. Donc, quand le Prestige est arrivé, eh bien, on avait un prototype à essayer en mer, en conditions. On a pêché 5 tonnes. 5 tonnes, là. Ouais. 5 tonnes ramassées en mer égale 50 tonnes de déchets mazotés qu'on n'a pas ramassés à la côte. Et bien, voilà, donc ça c'est pour vous mettre dans le contexte en fait et donc de cette expérience de l'Erika qui m'a permis de voir moi de prendre conscience que les marins pêcheurs et leurs compétences étaient un atout hein, en temps de dépollution, qu'on savait faire des choses à la mer qui pouvaient grandement aider. Eh bien voilà, c'est un peu le tableau que vous avez devant vous qui s'est passé, c'est-à-dire naufrage de l'Erika avec des moyens de rip et drap, je dirais, on pêche 9 tonnes de polluants, mais moi, ça me fait prendre conscience que là, il y a quelque chose. Et par contre, la demande était insatisfaite. Il n'y a pas d'outils qui permettent de ramasser les hydrocarbures. Donc, de 99 à 2002, sans savoir qu'en 2002, au mois de décembre, on aurait la marée noire du Prestige, eh bien, je m'attelle à mettre au point l'outil que j'aurais aimé avoir sur l'Erika, en fait. Et donc, je dépose le brevet en novembre 2002 et quelques jours plus tard, le Prestige coule et on a une marée noire qui nous permet de démontrer les qualités de notre chalut
hein. On n'avait qu'un seul prototype au départ et finalement on arrive à en fabriquer une quarantaine durant la marée noire qu'on utilise sur cette marée noire-là et on ramasse plus de 250 tonnes de polluants. Donc 250 tonnes, je rappelle, c'est égal à 2500 tonnes de sable, de déchets mazotés et d'oiseaux crevés pollués qu'on n'a pas ramassés sur la côte, sachant que ces déchets sont très difficiles à recycler. Et janvier 2003, en pleine marée noire du, du Prestige, je crée la société Tomcy pour pouvoir faire la première facture des chaluts qu'on avait vendus. Voilà, la naissance de Tomcy, c'est l'activité originelle de Tomcy, c'était les hydrocarbures. Ce sont toujours les hydrocarbures. Donc, je vais vous passer cette petite vidéo, quoique non, on va plutôt euh, passer directement là. Donc, en fait, suite à ça, la Marine nationale a vu ce qu'on apportait dans la lutte contre les marées noires. Et donc, en, entre 2003 et maintenant, la Marine nationale a su faire évoluer sa stratégie pour pouvoir y intégrer les chaluts Tomcy et surtout les marins pêcheurs volontaires, hein, des réquisitionnés volontaires. Et dans ce cadre-là, il y a des flottilles qui ont été mises en place sur les trois façades maritimes françaises et qui sont entraînées régulièrement, un exercice par an et par façade maritime, et qui sont prêtes à bondir avec des chaluts Tomcy qui, eux, sont prépositionnés par la Marine nationale, par l'organisme CEPOL tout particulièrement, à Brest, Cherbourg et Toulon. Il y a des chaluts Tomcy dans ces trois bases, plus des bases des dom-tom aussi qui possèdent des outils pour se défendre. Donc, on a su retenir la leçon de la marée noire du Prestige. C'est assez remarquable pour être noté. Et on peut dire que maintenant, la France est probablement le pays qui a la, 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 la force de réaction contre les marées noires la plus efficace en fait, hein. Et je pourrais dire ça uniquement pour nous lancer des fleurs, mais pas du tout. On a donc fourni des chaluts à la Marine nationale qui ont été utilisés sur la marée noire du Grande America au printemps 2019 là, et qui ont fait un très bon travail. Je vais vous en parler juste après. Donc, les chaluts Tomcy, ce sont trois modèles. Le chalut, le tout petit, le T1, qui est encore perfectible. Je pense qu'on a fait de grosses améliorations. Là, on attend la fin du confinement pour faire des tests. Mais c'est un petit chalut qui peut être traité soit à la main, soit avec des Zodiac, soit avec des drones, comme vous pouvez le voir en bas à droite, là, et qui permet de nettoyer des eaux abritées. Sa largeur de ratissage est de 3 mètres, 3 mètres entre les deux ailes. Le deuxième modèle, c'est le chalut T2, qui lui peut être utilisé sur les hydrocarbures, mais également sur les macrodéchets plastiques, en changeant uniquement le filet blanc qui est le filet de filtration. Donc le chalut T2, il est plutôt pour les ports, les eaux côtières et les estuaires, des choses comme ça. Et surtout, il ne nécessite pas l'emploi de gros bateaux, comme vous pouvez le voir dans la photo en bas à droite, là, un petit pointu méditerranéen fait très bien l'affaire. On peut aussi tracter avec deux bateaux ou le mettre en statique entre des piles de pont. Et là, le courant de la rivière fait le travail, quoi. Et puis le troisième modèle, c'est le chalut T8. Et tout à l'heure, je vous parlais du Grande America. Cette photo là en bas à gauche, celle du milieu et celle en haut à droite sont des photos issues de la marée noire du Grande America. On a là un bateau de la Marine nationale qui tracte un chalut comme ci derrière. On voit du fioul devant et on voit bien que derrière le chalut, la mer est propre, hein. Le fioul a été capturé par le filet. Vous avez en haut à droite une photo qui vous montre également euh, ce qu'est le filet qui devient le contenant pour enlever la pollution. C'est-à-dire que le filet ne va pas être réutilisable, mais tout le reste, environ 80% du chalut, est reconditionnable et va être réutilisé aussitôt, pratiquement aussitôt après. Et puis vous avez là, sur la photo du milieu, un coup de chalut, un bon coup de chalut sur une marée noire. Vous avez environ 10 mètres cubes d'hydrocarbures. Là, je rappelle que si on les avait laissés en mer, cela, c'était 100 mètres cubes de déchets mazotés qu'on avait ramassés sur la côte, c'est-à-dire probablement plusieurs dizaines de kilomètres de côte polluée. Et là, c'est le travail. J'ouvre une parenthèse euh, pour bien mettre en exergue le bon travail qu'a pu faire la Marine nationale. Alors, ils sont aidés de chalut comme si, mais ce sont quand même des hommes qui ont mis au point cette façon de chaluter un seul bateau avec un panneau divergent sur le côté, ce qui permet de ne pas avoir à se servir d'un deuxième bateau pour écarter le chalut. Et ils ont été particulièrement performants sur cette marée noire du Grande America, tellement qu'aucune galette de fioul n'est arrivée sur la côte française ni espagnole. Donc, pour la première fois, l'action de l'homme, l'action de nos marins de la Marine nationale, a permis d'enlever ou d'éviter tous les effets néfastes d'une marée noire, quoi.
Donc ça, c'est le chalut T8 et voilà, je vous mets quelques success stories. On a eu le temps, hein, entre 2003 et 2019, on a fait pas mal d'interventions. Il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé, on est intervenu pratiquement sur toutes les marées noires majeures qu'il y a eu ces 10 dernières années. Et vous voyez la photo de droite en bas là, il s'agit du Grande américain justement qui a coulé dans le golfe de Gascogne l'hiver dernier. Donc voilà, et l'aventure sur Tom Sea continue bien sûr sur les chaluts, puisqu'on vend des chaluts régulièrement. La Marine nationale entretient son stock. On en est en 17 ans de, l'âge de la société, donc on a fabriqué un peu plus de 350 chaluts, presque 400. Ah ben 380, c'est marqué, voilà. Deuxième activité, donc là, vous avez bien compris, la première activité de Tomsi, dépollution, hydrocarbures ou macrodéchets plastiques. Deuxième activité, les algues. Là aussi, deux voies de développement. Une voie qui est la prestation de services de collecte d'algues, de lavage des algues pour les dessaler et pour les décanter du sable. Et ensuite, cette matière, on transforme ces algues en matière première valorisable. Ça, c'est la première activité de Tomsi. Et la deuxième activité de Tomsi, c'est la mise au point d'outils de collecte d'algues par pompage. Donc là, vous avez une plage, une baie qui s'appelle la baie de Sion-sur-l'Océan. J'habite à 300 mètres de cette baie, moi, et c'est ici qu'on ramasse les algues rouges Soliaria cordalis, qui sont ensuite fournies à notre partenaire industriel qui s'appelle Olmix. Et donc, avec Olmix, on récupère les algues que vous retrouvez sur la photo de droite là, et Tomsi a mis au point cette laveuse, cette grosse machine qui est ni plus ni moins qu'une machine à laver qui permet de dessaler les algues et de totalement enlever le sable. On arrive à moins de 0,02% de sable à la fin du traitement. Ces algues ensuite partent directement en Bretagne, à 70 km dans l'ouest de Rennes, à Bréant, chez Olmix, notre partenaire, qui lui a des compétences pour valoriser ces algues. En fait, il en fait des produits. Alors, je crois qu'on en parle juste après. Enfin, qui fait des produits en fait tous à algo-sourcés et qui ont des bienfaits. Enfin, ce sont des produits qui permettent de sortir des engrais basés sur les algues, des fongicides pour les plantes basés sur les algues, également des granulés pour donner à manger à des cochons, à des poulets. Et tout ça sous le, enfin, j'allais dire bio, mais plutôt les granulés, par exemple, qui sont donnés à manger aux cochons, évitent d'avoir à leur donner des antibiotiques pendant l'élevage, et ça permet de faire de la viande élevée sans antibiotiques. Donc, très bonne façon de lutter contre l'antibiorésistance. Et puis sur le côté gauche, là, vous avez l'amphibie Amadeus, justement, qui nous a permis de mettre au point un système de collecte d'algues par pompage. Et là, je vais vous faire voir une vidéo je vais la commenter en même temps, je vais mettre un peu moins fort. Vous avez là, on est toujours en baie de Sion et on est sur l'amphibie en train de pomper des algues rouges Soliaria cordalis avec un système qu'on a mis au point. Vous voyez, on pompe les algues dans l'eau. Le tuyau est, vous voyez, sur la gauche là. Et en fait, c'est le prototype, hein, et ça nous a permis de mettre au point un système qui a des capacités conséquentes quand même, parce que rien que là, on arrive à 6 tonnes d'algues collectées par heure, et on peut aller pour les machines qu'on a conçues, qu'on a imaginées pour les sargasses, hein, pour les Caraïbes, on peut aller avec des machines qui vont collecter jusqu'à 50 tonnes d'algues à l'heure. Donc là, je vous fais voir l'Algatling, qui est justement un système qui a été vendu à des Portugais, à une entreprise portugaise, et qui permet de collecter les algues par pompage, en l'occurrence dans des marais d'eau douce là, mais euh, c'est exactement le même principe en 7 fois plus puissant qu'on propose pour aller collecter l'envahissement de sargasses qui se passe là-bas dans les Caraïbes, que ce soit Guadeloupe ou Martinique. Vous voyez, je vous assure que ça marche super bien. Là, l'intérêt pour le client, c'était de pouvoir pomper des algues dans un marais sans envoyer d'hommes dans le marais et sans brasser la vase, et de fait de ramasser des algues déjà quasiment propres. Quoi. Donc les algues sont aspirées, passent dans le tuyau. Ensuite, elles passent dans des citernes qu'on met en pression ou en dépression, ce qui nous permet de pomper des algues sans faire passer les algues dans le système de pompage. Il y a aucun risque d'encombrement de la pompe, puisque les algues ne sont mues que par pression et dépression d'air. Vous voyez la citerne là qu'on voit, et tout ça arrive dans ce qu'on appelle un jacuzzi, un bain bouillonnant, qui extrait le sable et l'eau de pompage, et qui, d'un autre côté, hop, je voudrais juste revenir un tout petit peu ici pour vous faire voir, voilà.
Ce système de Algatlin, là, vous voyez, c'est fait par Tomsi et CDO Innov. CDO Innov, faut que je vous en parle parce que c'est notre partenaire sur ce projet. CDO Innov est basé dans le sud de la Loire-Atlantique et on a un partenariat serré, les deux entreprises, Tomsi et CDO Innov, pour justement proposer des machines de collecte d'algues telles que l'Algatlin 120, mais ça va jusqu'à l'Algatlin 750. Et notre façon de procéder, c'est que moi, j'imagine l'outil dont on pourrait avoir besoin, par exemple le système de pompage d'algues. Je me rapproche ensuite du bureau d'études de CDO Innov avec qui on travaille de façon euh, très serrée là aussi et on affine l'idée. Le bureau d'études de CDO Innov rédige les plans. L'atelier de CDO Innov, qui est une PME d'une quarantaine de personnes avec des compétences très précises, l'atelier de CDO Innov donc fabrique les engins et puis ensuite à la livraison chez le client, Tom 6 forme les salariés du client à son utilisation. Donc voilà notre façon de faire, en sachant qu'on est prêt à bondir là sur les problèmes sargasses, on attend que le bon commande en fait. Voilà. Donc ensuite, comme je vous disais, Tomsi, c'est aussi une entreprise qui récolte des algues. On a commencé il y a environ 6 ans, 7 ans même. La première année, on a envoyé 25 tonnes d'algues à Olmix. Et l'année dernière, on frisait les 2000 tonnes. Cette année, on vise un plus de 2000 tonnes d'algues. Donc vous voyez que une expansion assez conséquente. Et toutes ces algues, après, comme c'est dit dans le texte, là, sont justement sont utilisés pour fabriquer des produits on mix algo-sourcés, quoi. Voilà, Olmix, je vous encourage à aller voir leur site internet. C'est vraiment, il est de très belle facture et ça donne une bonne idée de l'utilité d'une entreprise comme celle-là, quoi, et de ses compétences. Alors, donc ça, c'est la fin de la deuxième activité, hein, la dépollution, les algues. Et maintenant, je vous amène sur l'avenir de Tonsi, je dirais. Je vais vous faire voir et je vais vous parler de choses dont on n'a encore jamais parlé en dehors de la nébuleuse Tonsi, je dirais. Mais il s'agit d'un brevet donc, que j'ai déposé en 2015 à l'Office européen des brevets et qui a été accepté en 2019, début 2019, dans son intégralité et qui nous permet déjà, parce que nous, ça fait 6 ans qu'on travaille un peu en secret sur ce sujet, mais le projet avance bien, avance vite, et donc il est temps de le rendre public. Et donc pour la première fois, aujourd'hui même, vous avez la primeur de ce que je vais vous faire voir là, qu'on n'a jamais montré à l'extérieur, hein, publiquement. Donc on a conçu une turbine qui a comme objectif final de faire de l'énergie renouvelable à partir du marnage des marées, des différences de niveau entre marée haute et marée basse. L'objectif final, c'est la planche de droite, là, la porte écluse que vous voyez avec une turbine bizarre, parce que pour l'instant, vous ne savez pas trop comment ça marche, mais voilà, la turbine qui va produire de l'énergie. Ça, c'est l'étape finale, l'objectif qu'on se fixe à 4 ans à peu près. Et on a décomposer la R&D en deux objectifs intermédiaires. L'étape numéro un, qui est une turbine qui va permettre à des particuliers de produire de l'énergie chez eux, 1200 watts environ de production nominale. L'étape numéro 2, qui est le même concept de turbine, mais qui sera installée pour turbiner les débits réservés des barrages. Les débits réservés des barrages étant ce que chaque exploitant de barrage a l'obligation de laisser passer vers l'aval pour oxygéner les petits poissons et les plantes vertes, et pour pas qu'on ait de l'eau croupie en aval des barrages. Donc en France, la règle, c'est 10% du débit moyen du cours d'eau qui approvisionne l'amont doit servir de débit réservé et est relâché en aval. Donc les gens respectent la loi, bien entendu, mais ce qu'on leur propose, nous, c'est de respecter la loi, mais tout en produisant de l'énergie au moment du relâcher de cette eau-là, de ces 10%. Voilà, ça leur autant faire de l'énergie là où on considère qu'elle est inexploitée, elle est perdue en fait, hein, alors que c'est pas du tout le cas. Donc 3 étapes et maintenant donc je vais vous faire voir la vidéo dont je vous parlais et je vais profiter pour en commenter. On va commencer directement par l'étape finale. Allez, je vous emmène dans le monde de l'énergie. Donc l'étude 3D de la turbine, je vous laisse regarder comment on fait de l'énergie, nous, à partir du marnage des marées. À gauche, en haut, vous avez la mer et en bas, vous avez un marais inutilisé, un ancien marais salant, par exemple.
Donc là, c'est l'étape numéro 2, c'est-à-dire la turbine qui pourrait turbiner des débits réservés. Donc voilà, ça c'est l'étape numéro 1 qui est voilà, cette étape-là. Juste après, là, vous allez voir la vidéo de la même turbine qui tourne déjà, quoi, hein. Donc voilà, ça c'est la machine qu'on propose aux particuliers pour faire de l'autoconsommation. Voilà. Le petit boîtier vert que vous voyez sur la gauche, là, c'est un bipass, mais c'est aussi ce qui permettra de dérouter les corps étrangers ou les poissons avant que ça passe dans la turbine. Voilà. Il nous reste plus que Aurélie, je suis désolé, mais il faut absolument que vos auditeurs voient ça, quoi, hein. C'est le 11 octobre 2019, eh bien, le premier prototype de notre turbine a tourné. J'en profite pour vous dire effectivement que le brevet nous a fait repérer par le laboratoire Légy du CNRS de Grenoble, et en partenariat avec eux, on a embauché un jeune doctorant au mois de septembre 2019 et qui va faire une thèse sur le captage de la puissance de cette turbine, hein. Il est chez nous pour 3 ans et plus, je l'espère. Donc voilà, c'est ça. Ah, s'il n'y avait pas eu le Covid, en fait, eh bien, on faisait tourner la turbine avec la génératrice d'électricité au mois d'avril. Donc, je pense que les essais vont être reportés au plus tard. Enfin, j'espère pouvoir les faire fin juin, début juillet de cette année. Donc voilà, j'arrête tout de suite pour voilà, et je vous fais voir juste la fin de la présentation. Comme je vous ai parlé de notre partenaire Allmix, hein, voilà, qui travaille avec nous sur les algues. Enfin, c'est plutôt nous qui travaillons avec lui sur les algues. C'est aussi qui est l'entreprise de Cédric Chupin qui a fait la première présentation de ce web rencontre et qui nous aide à commercialiser les chaluts Tomsi, et puis Sideo Innov, basé à Machecoul, avec qui on travaille pour pouvoir faire les machines collecteuses d'algues, les systèmes de pompage. Et puis les deux réseaux auxquels on adhère et dont on partage les compétences, bah, Respect Océan, hein, bien sûr, à tout seigneur tout honneur, et puis WFO, qui est une association bruxelloise qui existe depuis plus de 10 ans et avec qui on participe depuis le tout début. Voilà Aurélie, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur Tomaso, pour cette présentation très intéressante. Donc, on a du temps, on a quelques minutes pour quelques questions. En attendant que les questions arrivent, est-ce que vous avez un petit conseil pour les entreprises pour affronter cette période un peu compliquée? Cette période de confinement, Oui, tout à fait. on a la chance, enfin, la société Tomsi n'est pas en danger en ce moment, hein. Je suis patron de PME, de TPE, donc je sais que euh, c'est loin d'être toujours acquis. Euh, Nous, c'est plutôt une période qui se passe bien. En ce moment, on a de belles perspectives. Donc, j'ai pas le gros souci que peut avoir un patron de TPE, c'est-à-dire comment je vais payer mes gars à la fin du mois. Mais malgré tout, ce confinement nous a arrêtés, hein. Nous, sur les 10, comme si c'est une entreprise de 10 personnes, plus 5 saisonniers qui viennent les 7 mois d'hiver là, pour collecter les algues. Ben, sur les 10, il y en a que deux qui travaillent, moi, et, enfin un de mes gars et moi-même. Et donc, ça nous a impacté. Et tous les essais et tous les tests qu'on devait faire sur notre site de test, bon, bah, c'est un projet. Tous les projets vont prendre 2 ou 3 mois hein, dans la vue, au bas mot, quoi, hein. Mais un bon petit soldat, quoi, hein, j'obéis, quoi. D'accord. La turbine, elle est faite pour quel type de structure? Est-ce qu'elle peut alimenter, donc est-ce qu'elle peut permettre une autonomie énergétique pour un foyer, pour une entreprise? Quelle est sa capacité? La petite turbine là, qui fera probablement plus de 1 kW, donc elle produit 24 kWh d'électricité par 24 heures. Si on prend les normes européennes qui considèrent qu'une maison familiale de 4 personnes, tout électrique, hein, chauffage compris, c'est 12 kWh par 24 heures. Bon, cette petite turbine là pourrait permettre la fourniture d'électricité à 2 foyers familiaux. Et la seule contrainte, c'est qu'il faut avoir un droit d'eau ou un débit d'eau qui soit de 40
petites secondes minimum, et il faut avoir un dénivelé de 5 mètres. Voilà, la turbine, les deux atouts de cette turbine, c'est d'être avec un rendement optimum sur des plages d'utilisation mal desservies par les autres familles de turbines qui sont nous on est bien entre 3 et 6 mètres, donc c'est plutôt des plages d'utilisation qui sont très mal servies par les autres familles de turbines. Et puis deuxièmement, vous avez pu voir même sur la toute première que enfin je peux vous le dire, il n'y a aucune pièce de fonderie, hein, on va utiliser de l'impression 3D plastique, mais il n'y a pas de pièce de fonderie, c'est que de la mécano-soudure le reste, donc ça veut dire aussi une turbine pas chère, parce qu'il ne reste que l'essentiel en fait. Voilà, c'est une de ses qualités, c'est qu'elle est simple, et je peux vous assurer que pour faire simple, c'est très compliqué. On pourrait même imaginer à terme que votre turbine qui est faite avec des pièces en plastique soit faite avec du plastique recyclé et que vous allez chercher dans l'océan, peut-être à terme. Oh, il y a pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Si on a, je crois que ça sera du PEHD, hein, s'il est de bonne qualité, pourquoi pas. C'est des pièces. Attends, on va surtout faire les pièces internes, hein, les diffuseurs, des choses que vous n'avez pas vues là sur les vidéos, mais voilà, c'est ici qu'on pourra utiliser l'impression 3D quoi, hein, pour pouvoir faire. C'est des compétences que je souhaite avoir en interne chez Tomsi. J'espère on arrivera à faire ça. Donc vous voyez, la première turbine, pour vous donner un ordre de puissance, 1,2 kW. La deuxième, là, sur les débits réservés, on est déjà à 120 kW. Et la troisième, la porte écluse, hein, et celle qui fait sur le marnage et marée, eh bien, on est à 250 kW déjà. Hmm. Donc, D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour la présentation, d'avoir répondu aux quelques questions. Donc on est malheureusement déjà arrivé au bout du temps imparti pour cette présentation d'aujourd'hui.